Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle formation où je vais te montrer comment analyser un ETF de A à Z. Donc, on se retrouve directement sur mon écran pour voir comment est-ce qu'on va analyser en fait un ETF et on va directement commencer avec, t'expliquer quelle est la différence avec une action classique. Comme tu l'auras peut-être vu, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs totalement sur le sujet juste ici que je te mets en fiche pour analyser une action que tu pourras voir dès la suite de cette vidéo. Donc, il faut savoir premièrement que c'est beaucoup plus simple en fait qu'analyser une action. Ici, tu t'en doutes bien, si tu ne sais pas ce qu'est un ETF, c'est un panier d'actions pour suivre notamment un secteur, un pays, en fait toute une zone économique. Eh bien, c'est beaucoup plus simple d'analyse parce qu'on ne va pas rentrer dans les bilans financiers de chacune des actions qui le composent. On va plutôt voir le gros, le côté macroéconomique et comment va se comporter le secteur, le pays, etc. Et donc, c'est beaucoup plus simple à faire. Deuxièmement, on ne va pas le faire à chaque achat. Comparé à une action où tu vas être obligé d'analyser en fait son bilan économique à chaque fois que tu l'achètes, etc. Hormis si tu l'achètes toutes les semaines, mais si tu l'achètes peut-être une fois tous les 6 mois, eh bien son bilan économique aura changé, son cours aura changé, ses indicateurs auront changé également. Donc tu devras toujours l'analyser. Sauf qu'ici, un ETF, eh bien, on ne va pas l'analyser tout le temps. On vérifiera, on fera quelques checkpoints de temps en temps pour être sûr qu'il est toujours viable. Mais sinon, on n'aura pas à l'analyser à chaque fois. Troisièmement, on aura des indicateurs totalement différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va analyser, comme je te l'ai écrit, la solidité de l'ETF en majorité plutôt que sa composition, même si cette analyse-là reste quand même très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir en fait que le niveau de risque est totalement différent par rapport à une action d'un ETF en fait. Moi, je classe un peu cette pyramide-là comme ça. Le moins risqué théoriquement, c'est l'ETF Monde. On va être réparti sur plusieurs pays dans le monde. On va être réparti sur plein de secteurs, dans différentes actions. Le deuxième niveau de risque, c'est l'ETF CAC 40 par exemple, ou SP500. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus réparti dans le monde entier, mais bien sur un seul pays précisément. Donc, imaginons, dans l'exemple que j'ai donné, la France a un problème ou autre, et pas forcément le monde entier, ton ETF va plonger quand l'ETF Monde, lui, arrivera plutôt à bien s'en sortir, puisqu'il n'est pas réparti qu'en France. Et ensuite, le troisième niveau de risque sera par exemple l'ETF Nasdaq 100, où ici, on va venir se concentrer sur les 100 plus grandes entreprises aux États-Unis du secteur technologique, c'est-à-dire qu'on affine encore plus notre recherche, on va dans un seul pays et encore pire dans un seul secteur. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que tu exposes encore plus ton risque. Ici, on peut prendre l'exemple de la crise de 2000 qui a touché en majorité le secteur technologique. Eh bien, si ça venait à se reproduire, forcément la santé en serait beaucoup moins impactée. Par contre, ton ETF Nasdaq 100 en serait grandement impacté. Et enfin, pour finir, on peut prendre l'exemple de Netflix ou toute autre action qui serait impactée à la fois sur une cause mondiale, s'il y a une économie mondiale et une crise mondiale, ensuite sur l'économie de son pays, de son secteur, etc., etc. Et donc forcément, elle est assujette à beaucoup plus en fait de facteurs qui pourraient l'endommager et en comptant aussi, eh bien évidemment, sa santé financière individuelle. Pour analyser un ETF, les sites qu'on va utiliser, c'est assez simple, c'est notamment le site de l'émetteur. Par exemple, si tu es en PEA, ça peut être sur Amundi. Si tu es en compte titre, ça peut être sur iShares, Vanguard, etc., etc. Et également un autre site que j'aime bien utiliser de temps en temps qui est Just ETF qui va te permettre de bien tout centraliser à un seul endroit. Ça peut être intéressant si tu veux aller un peu plus en détail. Et maintenant, on va directement passer à la première analyse qui va être l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, comme tu vas le voir, elle sera très simple de manière générale, beaucoup moins détaillée en fait que l'action. Pourquoi? Parce que dans l'action, tu apprends également l'analyse fondamentale du secteur d'activité, etc., des choses qu'elle met en place. Ici, ça sera un peu moins le cas et ça sera moins poussé que les actions comme je te l'ai mis. Aujourd'hui, il faudra prendre en compte, selon moi, deux grands points clés qui seront primordiaux. C'est l'environnement économique, c'est-à-dire, imaginons tu investis dans l'ETF Nasdaq 100, tu dois prendre l'environnement qui l'entoure, c'est-à-dire comment va évoluer la technologie, comment comptent évoluer les États-Unis aussi, parce que c'est un lien direct avec ceci. Donc tout ça va être important. Est-ce que actuellement je suis en crise, en période d'expansion? Tout ça va avoir un rôle majeur en fait dans ta prise de décision, parce que si tu vois qu'on est en pleine expansion et que le secteur dans lequel tu investis fait moins 20% chaque année, il y a des points à prendre en compte. Et enfin, deuxième chose, c'est le contexte du secteur de l'indice. Pour reprendre l'exemple du Nasdaq 100, si tu vois qu'il n'y a aucune évolution possible, ça va être compliqué peut-être pour celui-ci d'évoluer encore longtemps. Si on prend par exemple le secteur de la technologie encore une fois, on sait qu'il y a énormément d'évolutions à faire et que c'est un secteur qui est en constante innovation, donc ça peut être très intéressant et on voit mal le secteur arrêter d'innover dans les prochains mois, prochaines années.
un secteur de la santé, c'est exactement la même chose. On a beaucoup de recherche et développement, beaucoup de nouveautés qui arrivent et surtout, comme on l'a vu avec la pandémie, certains facteurs peuvent faire exploser un secteur. Également, un autre secteur qui peut être énormément sujet à l'évolution, c'est l'énergie. Avec la transition, le renouvelable, toutes ces choses-là peuvent être intéressantes à prendre en compte. Mais comme tu l'as vu, l'analyse fondamentale reste très légère selon moi et n'est pas forcément la plus importante quand il s'agit d'un secteur. Évidemment, tu t'en doutes, quand tu investis dans un ETF monde, tu vas suivre plutôt une économie mondiale. Donc, le plus important n'est pas de comprendre là où va aller en fait les États-Unis pour le mois prochain ou également le secteur technologique pour l'année prochaine, mais plus est-ce qu'on est dans une dynamique qui va permettre à l'économie mondiale de continuer de prospérer dans les prochaines années ou est-ce qu'elle va complètement s'arrêter et voire s'écraser à long terme. Ensuite, on va partir sur la partie la plus importante de l'ETF qui va être l'analyse technique. Elle est totalement différente des actions, c'est important à le savoir. On va pouvoir vérifier la solidité de l'ETF notamment grâce à celle-ci, comme je vais te le montrer par la suite, et surtout vérifier sa diversification qui sera l'élément le plus important parce que, comme je te l'ai dit, un ETF, c'est un panier d'actions, ce qui veut dire que tu peux y retrouver à l'intérieur plusieurs actions et voire même plusieurs secteurs et pays. Et donc, il faudra vérifier bien tout cela et surtout pouvoir se projeter à long terme avec cet ETF. Tout comme une action, tu dois pouvoir la posséder dans les 20-30 prochaines années et voir comment est-ce qu'elle va évoluer. Un ETF, ça doit être exactement la même chose. Donc, les points clés de cette analyse technique, ils vont être assez simples et peu nombreux. Premièrement, ça va être le prix de l'ETF, très important et c'est le premier point selon moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te l'ai écrit, il va être important de le connaître afin de bien pouvoir gérer sa répartition entre ETF par rapport à son budget global. Ça se tient uniquement si tu as un PEA, si tu as un compte titre et que ça propose la fraction d'ETF, ça ne te compte pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, en PEA, tu ne peux pas acheter de fraction d'action d'ETF. Tu vas être obligé d'en acheter au moins un au minimum. Et donc forcément, si aujourd'hui tu as un budget de 200 € par mois, que tu vas investir dans 3 ETF, mais que l'un de ceux-ci coûte 450 €, tu n'auras jamais assez d'argent pour en acheter un seul. Et même si tu arrives à l'acheter, tu n'en auras pas pour acheter les autres ETF, ce qui peut dérégler ta répartition. Imaginons, tu t'étais dit 70% monde, 20% ETF pays émergents et 10% Nasdaq 100. Si ton ETF monde coûte 400 € et que tu n'as que 300 € de budget, ça va être très compliqué pour toi de répartir et de gérer en fait ta stratégie. Donc, je te recommande déjà dans un premier temps de vérifier les prix de l'ETF. Il y a tellement en fait d'émetteurs aujourd'hui que tu peux très facilement trouver un ETF similaire avec un prix peut-être plus abordable à ton budget. Deuxièmement, ça va être son encours sous gestion qui va être extrêmement important pour pouvoir estimer sa liquidité. Comme je te l'ai mis, en fait, c'est similaire à la capitalisation d'une entreprise. Il se calcule de la manière suivante. On prend le prix unitaire fois le nombre d'ETF en circulation. Imaginons, on a un ETF qui coûte 10 €, qui a été émis 1 million de fois. Donc, il y a 1 million d'unités de cet ETF qui coûte 10 € unitairement parlant. Eh bien, ça fait tout simplement 10 millions d'euros, donc 10 millions d'encours sous gestion pour cet ETF. Ici, je t'ai mis un chiffre clé qu'il faut absolument respecter, c'est très important. Eh bien, c'est que cet ETF-là dépasse les 100 millions d'encours sous gestion. En euros, dollars, ça peu importe, entre guillemets, c'est à peu près la même chose. Évidemment, cet encours-là va bouger, notamment si le prix unitaire baisse ou monte. Si, imaginons, on a 100 millions de dollars parce qu'il y a eu 1 million d'ETF émis à 100 €, si le prix de l'ETF passe à 50 €, tu doutes bien que l'encours sous gestion passera à 50 millions d'euros. Donc réfléchis, si tu achètes un ETF à 125 millions d'euros d'encours sous gestion et qu'il y a une crise et qui passe à 75 millions d'euros, ce n'est pas pour ça que tu dois le vendre absolument à l'instant T. L'objectif d'avoir au-dessus des 100 millions d'euros, c'est d'avoir assez de liquidité et donc de pouvoir le vendre et l'acheter assez rapidement. De manière générale, quand tu as un ETF qui dépasse cet encours-là, dans la minute, voire la seconde, ton ordre sera exécuté, sauf si tu mets un ordre à court limité ou autre, ou tu veux timer le marché une fois qu'il y aura une crise ou autre, mais de manière générale, ton ordre sera effectué très rapidement. Ensuite, il faut prendre en compte ses frais annuels, contrairement à une action, vu qu'ici, c'est un fonds de gestion qui émet un ETF et qui va le gérer à ta place, tu vas devoir payer des frais annuels et le but, c'est de les réduire au maximum en fait. Donc, comme je te l'ai mis juste ici, en fait, un ETF est émis, mais également géré par un fonds d'investissement qui va se rémunérer avec des frais annuels pour te permettre de contrebalancer les choses, etc., etc. Le chiffre clé ici est d'éviter de dépasser les 0,6% par an. Ici, on voit un ETF avec des frais de 0,45%. Et ici, on voit un ETF avec des frais de 0,45%.
Entre les deux, ça paraît extrêmement minime, mais crois-moi, si aujourd'hui tu es un investisseur long terme, donc vers 20, 25, 30, 40 ans, eh bien cette différence de frais peut te coûter des dizaines, voire parfois même des centaines de milliers d'euros. Donc je te recommande, si tu as la possibilité d'avoir le même ETF avec des frais moins chers, autant toujours prendre celui qui a les frais les plus faibles pour optimiser ton intérêt composé et surtout éviter un maximum en fait eh bien, de payer des frais inutilement et de les jeter par la fenêtre. Troisième chose, ça va être la politique du dividende qui va être très importante suivant ta stratégie. Il faut savoir en fait que tu peux soit toucher tes dividendes sur ton solde comme si une action versait un dividende, soit les réinvestir automatiquement à ta place, qui sera le plus adapté pour les investisseurs long terme qui souhaitent faire jouer les intérêts composés. Donc, on a le côté capitalisant qui va réinvestir à chaque fois dans les ETF que tu possèdes, les dividendes qui te sont dus. Ça va permettre à ton ETF de grossir plus rapidement et surtout d'investir la totalité du dividende. Ou alors distribuant qui vont te redistribuer à l'image d'une action sur ton solde les dividendes qui te sont dus. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment à toi de choisir. Je sais que personnellement, je préfère le capitalisant de mon côté. Ensuite, le cours en bourse va être extrêmement important à regarder. Pourquoi? Parce que ça va te donner une idée de comment a réagi l'ETF par le passé, qui va pouvoir te donner en fait un indice sur comment est-ce qu'il va potentiellement évoluer à l'avenir. Évidemment, ce n'est pas un chiffre clé et sûr à 100%, mais ça reste intéressant de l'analyser, de voir comment est-ce qu'il a évolué suivant les crises, avec le temps, etc., etc. Donc là, on voit par exemple un ETF qui, sur les 5 dernières années, a évolué de 9,78% par an, donc ce qui est une très belle performance, c'est la moyenne en bourse. Et vu son graphique, on peut estimer que ça peut être intéressant à l'analyser, même si rien ne le garantit à l'avenir, mais l'analyser reste très important selon moi. Une autre chose, et là c'est hyper important pour vérifier la fiabilité de ton ETF, c'est le tracking error que je vais t'expliquer dès maintenant. En fait, c'est la différence de réplication entre l'indice de référence et ton ETF afin de vérifier sa fiabilité. Quand tu investis dans un ETF SP500, tu n'investis pas réellement dans le SP500 lui-même directement, mais tu investis dans une réplication de son cours. Donc, il faut évidemment que celle-ci soit la plus proche possible. Et ça, par exemple, sur Amundi, tu peux le vérifier directement sur la fiche technique. En fait, dans les performances, tu auras l'indice de référence. Donc ici, je t'ai pris l'ETF Monde. Eh bien, tu vas voir l'indice de référence versus l'ETF dans lequel tu as acheté. Et l'objectif, c'est que cette différence ne dépasse pas les 0,5% par an. Donc là, on voit que c'est totalement le cas. Sur 5 ans, en moyenne, avec l'ETF, tu fais 9,78% et l'indice de référence fait 9,91%. Donc la différence est extrêmement minime. Et tu vas me dire, mais pourquoi ne pas investir sur l'indice de référence directement? Eh bien simplement, c'est totalement impossible pour un humain de le faire parce qu'il faudrait acheter 1500 actions, il faudrait rééquilibrer à la seconde quasiment toutes les positions, donc ça serait extrêmement compliqué pour toi et ça te demanderait un temps plein en fait pour faire même pas 0,20% supplémentaire. Et ensuite, l'avant-dernière chose, ça va être les répartitions qui seront très importantes pour construire une stratégie globale. Donc première chose, on a les répartitions et les positions au niveau des actions. Donc c'est les actions que contiennent l'ETF et également le poids de chacune d'entre elles afin d'éviter une surexposition à une entreprise. Là, je t'ai pris un exemple. On voit qu'on a Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet de Google, United Health, etc. On a des poids de 5%, 3%, 2%, 1%, etc. Donc là, on est très bien, j'ai envie de dire, et c'est tout à fait correct. Par contre, ici, on a d'autres entreprises. On voit que la première position est de 30%, la deuxième de 15% et la troisième de 8%. Alors, si cet ETF fait partie d'un ensemble, ça peut être correct. Mais si tu n'as que cet ETF-là, ça peut être très dangereux parce que l'ETF risque d'être soumis de manière trop importante aux variations d'une seule action qui pourrait le faire s'écrouler si celle-ci vient en fait à être en grave difficulté. Donc, je te le déconseille fortement. Ensuite, on a la répartition au niveau du secteur. Il ne faut jamais être trop exposé à un secteur en particulier pour éviter les crises du secteur. Comme je te disais tout à l'heure, la bulle Internet, si tu avais toutes tes actions ou tous tes ETF sur la technologie, à ce moment-là, tu aurais perdu une grande majorité de ton capital. Pour moi, le chiffre clé, c'est de ne pas dépasser 25%. Là, je t'ai mis par exemple un capital assez sain où la technologie et la santé sont les deux plus grosses positions, mais ne dépassent pas 25%. Alors qu'ici, sur un autre secteur beaucoup plus dangereux, imaginons, on investit 42% de technologie, ce qui pourrait être très problématique si une crise survient sur ce secteur-là. Et enfin, ces répartitions au niveau du pays.
L'exposition va également se jouer au niveau géographique pour éviter d'investir sur un pays qui ferait faillite ou autre. Évidemment, rien ne t'empêche d'avoir un ETF monde et essayer de renforcer ta Chine ou autre avec un autre ETF spécialement sur ce pays-là. Mais je te déconseille fortement dans ta stratégie de n'avoir qu'un seul pays parce que si celui-ci vient à être en difficulté ou en crise, ton patrimoine risque d'être fortement aggravé. Et enfin, il faut vérifier l'éligibilité. Certains ETF seront uniquement en compte titre quand d'autres seront éligibles au PEA. Je pense notamment à l'ETF Monde qui est disponible en PEA, SP500 également, Nasdaq 100 également, pays émergents, etc., etc. Effectivement, des ETF très précis comme Momentum, Quality, Dividende, etc. sont généralement en compte titre, mais dans des stratégies assez simples à mettre en place pour un particulier, eh bien, tu peux les retrouver très facilement en PEA pour investir à l'international sans devoir passer par un compte titre. Et enfin, si tu veux que je te montre comment appliquer toute cette analyse-là en direct, je t'ai fait en fait une analyse de l'ETF Monde. C'est le premier lien en description pour que tu puisses en fait voir comment j'applique tout cela à cet ETF-là où on analyse en direct tous ces points-là, où je t'explique comment je les mets en place, comment je les compare, etc. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu veux voir également comment analyser une action en détail, avoir tous les indicateurs clés, je t'ai fait une formation encore une fois spécialement sur le domaine que je te mets juste ici. On se retrouve tout de suite. C'était Maxime.